Salut Claire, Salut, comment tu vas? ça va bien, merci. Ça va bien? Merci de m'accueillir chez toi, Merci pour l'invitation. dans ton super appartement à quoi? Même pas 500 mètres du stade, hein, Je crois que c'est à 100 mètres. à 100 mètres du stade. Donc, je t'avoue que je suis très, très, très jaloux. Aujourd'hui, en fait, je voulais faire découvrir à mes auditeurs donc, du podcast P897 qui tu es. En faisant des recherches, j'ai quand même découvert qu'il y avait plein de facettes récentes à découvrir chez toi. Puisque, on peut dire que tu es quand même multitalent, à la fois danseuse ou ancienne danseuse, écrivaine, DJ aussi, et en plus supportrice de l'Union. Donc déjà, je me demandais comment tu trouves le temps pour combiner toutes ces activités. Elles n'ont pas toutes été faites en même temps, donc j'ai quand même des carrières qui se sont chevauchées. Et supportrice de l'Union, c'est lié à la danse. Quand je suis arrivée à Bruxelles en 2008, j'étais danseuse et je travaillais à la Monnaie, à l'opéra, sur un opéra où j'avais passé une audition, j'avais été retenue comme danseuse. Et j'ai rencontré les machinistes, dont Pat, qui est encore au stade maintenant, et il m'avait dit « Ah, mais toi, tu aimes bien le foot, parce que tu es supportrice de Marseille et tout ça, viens avec nous. » Et c'était, je pense, en, 2009 ou 2010. Donc ils m'ont emmené à l'Union, et je me rappelle, et lui aussi s'en rappelle, mais tu sais, mais t'as fait que râler, il pleuvait, c'était horrible. Moi, je venais du sud, c'était genre, un match, il pleuvait des cordes, il faisait glacial, le match, il était horrible, les joueurs c'était nul, et j'étais comme ça avec la capuche, je disais, mais pourquoi vous faites ça? Donc en vrai je suis une des pires, c'est parce que moi je suis venue avant, je fais pas partie des nouvelles supportrices, etc. Mais en fait si je suis venue avant, je dis vas-y c'est horrible, et ensuite quand ça a commencé à être mieux, je suis revenue. C'est le moment confession. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu sois revenu? Parce que ta première expérience... Non, en vrai, c'était bien. Le stade, il était incroyable. La compagnie était délicieuse. La bière froide, tout ça. Mais j'étais beaucoup en tournée pendant 10-15 ans. J'étais pas souvent à Bruxelles. J'étais vraiment quasiment tous les week-ends en tournée, tout ça. Donc, j'ai commencé à suivre l'Union, mais de manière un peu distante. Et ce qui a fait que j'ai commencé à être beaucoup plus présente, c'est le quartier. Et c'est que j'ai commencé à m'en tourner, que j'ai une petite fille qui a 5 ans. Et où du coup j'étais beaucoup plus localisée ici, et ça a coïncidé en fait avec la montée en première division, donc à partir de là j'ai commencé à vraiment y aller beaucoup. Et ma fille, à partir de quand elle était un grand bébé, c'était le moment du Covid où on regardait les matchs, on regardait dans le parc. Oh, dans le parc, oui. Et après avec elle on regardait dans le parc même la saison suivante, et elle voulait que aller dans le stade, donc on s'est mis à beaucoup plus suivre, et voilà. Et donc tu disais qu'à la base tu es supportrice de Marseille. Je veux pas parler du match. Pourtant c'était sur ma liste, mais on va pas te... Faut attendre un peu. On va pas te torturer, donc on parlera pas du match contre Bruges. Mais par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est justement en tant que supportrice de l'OM, et venant aussi justement du sud de la France, hein, parce qu'on sait que l'OM, le stade Vélodrome, c'est chaud, c'est bouillant. Qu'est-ce qui t'a attiré justement, je dirais, à l'Union? Et est-ce que tu vois quelque part des points communs, des similitudes, je dirais, entre la façon de supporter à l'Union et la façon de supporter à Marseille? Alors, moi, le Vélodrome, je suis allée qu'une fois quand j'étais petite. Donc ça, j'en ai un souvenir vraiment assez incroyable. Mais sinon, j'habitais pas à Marseille, j'habitais à 3/4 d'heure, 1 heure de Marseille. Par contre, tout était en 93, quand il y a eu, quand on a gagné la Champions. Moi, j'étais petite, j'étais à l'école et tout. Et vraiment, tout était centré autour du foot. C'était ultra important dans nos vies quotidiennes. Et c'est ça que je retrouve un petit peu en habitant dans le quartier, où les enfants, je vois tous les enfants dans les écoles à Forêt et tout. C'est vraiment le tissu social qui fait le supportisme, s'en fout. Et ça, je retrouve fort aussi des valeurs politiques, ou des valeurs tout court qui sont quand même un peu partagées. Enfin, c'est des clubs où on peut être affilié, c'est un club ami, tu vois. Oui, justement. On a rencontré évidemment l'OM il n'y a pas très longtemps. C'est ce match-là dont je ne veux pas parler. Ah, je pensais que tu faisais référence à Bruges, non. à la défaite de l'OM contre Bruges.
Mais on va quand même. Avec le goal de la tête du gardien de Benfica, non, c'est un cauchemar. Le match Union OM, j'ai beaucoup hésité. J'ai fini par revendre ma place. Ok. J'ai pas pu y aller, j'ai pas réussi. Et je suis pas la seule dans ce cas à supporter les deux équipes. On en a parlé avec les autres et tout. Je pense que ça aurait été dans notre stade, ça aurait été plus facile. Parce que t'es là, t'es dans le COP, t'es dans ton quartier, etc. Mais là, le fait que ce soit à Anderlecht, d'aller à Anderlecht dans le COP de l'Union contre c'était trop d'informations, j'ai pas pu. J'ai hésité et tout, et j'ai pas réussi. Je suis allée le voir au club. Et finalement, le résultat, ça t'a fait quoi? J'étais mal, j'étais pas bien. C'était trop dur. J'aurais aimé. En plus, il aurait dû avoir 3. Ça aurait été vraiment un résultat parfait. Et non, j'étais pas bien. Est-ce que c'est un peu comme si on te demande de choisir entre un de tes 2 enfants, si tu as 2 enfants, ou de choisir entre ton père et ta mère, pour autant que tu aimes? Je pense que les gens, quand on leur dit choisissez entre votre père ou votre mère, en fait, déjà, ils savent. Ils font non, mais ils savent très bien. Je choisis ma mère. Et heureusement, j'ai qu'un enfant. Je pense que les gens, ils savent aussi, mais que c'est encore plus tabou de le dire. Non, c'est comme choisir entre ton cœur et ton âme, c'est terrible. Et du coup, je changeais d'avis tout le temps. Et vraiment, ça aurait été au stade. Je pense que ça aurait été au stade ici. Et ma fille, justement, me disait, mais c'est bon, maman, on est pour l'Union. On habite là, alors qu'elle adore Marseille, elle adore y aller et tout, mais ça n'a pas de sens. Elle avait probablement raison. Ça aurait été au stade ici, j'aurais pas eu ce dilemme autant. Comme si ça avait été en déplacement, j'aurais été mal, tu vois, aller au Vélodrome, en face, non, je peux pas, c'est trop compliqué. Comment tu vis les matchs en général? Est-ce que on va dire quel type de supportrice tu es? Alors ça dépend des matchs. Parce qu'il y a des matchs où je vais être avec ma fille. Du coup, je suis un peu, je suis vraiment en mode daronne. Je suis du côté des familles de la tribune Est, tout ça, et on mange des bonbons au chocolat, on est contente. Et je fais un peu le commentaire parce qu'elle est petite, donc je lui dis qui a la balle. Qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc parfois, j'ai même plusieurs enfants autour quand on est sur les barrières ou pour qui je fais le commentaire sportif. J'aime bien. Parfois, je travaille dans la Care Team, parce que j'ai intégré la Care Team dès la création l'an dernier. Donc ça, c'est une ambiance complètement différente et c'est aussi vraiment super, surtout qu'on est une équipe, ceux qui ont commencé, on est une équipe assez soudée, on s'aime vraiment bien. Et si je suis pas avec ma fille et que je suis pas dans la Care Team, là, je suis dans le COP et je crie très, très fort. Là, tu cries. C'est un truc aussi où pour convaincre les filles d'aller au stade, moi, j'entends beaucoup ah, mais venez, c'est sympa, c'est bonne ambiance, c'est familial. Alors tout ça, c'est vrai, mais c'est encore une injonction à la douceur. J'ai plutôt envie de dire aux copines, allez, vas-y, venez, on peut crier. Il n'y a pas d'espace public où on peut crier pendant 1h30 où c'est socialement accepté, tu vois. Donc plutôt que de encore et toujours dire aux meufs, ah venez, non, venez crier, ça fait du bien. Bon, voilà, maintenant chacun vit son match différemment, mais je trouve que c'est un point de vue assez intéressant, puisque c'est vrai que j'en ai déjà discuté dans des épisodes précédents, et c'est vrai que c'est souvent l'aspect familial qui revient, le côté justement accueillant, sympa et autres. En même temps, c'est vrai qu'il y a personne qui a envie d'aller on va pas au foot spécialement pour se taper dessus, mais se dire qu'on peut se défouler en criant pendant 1h30, c'est vrai que c'est une autre manière, je dirais, entre guillemets, de le vendre à des gens qui sont intéressés de venir, surtout effectivement les meufs. Tu vois, c'est encore moi je trouve que c'est une injonction très sexiste de dire ah c'est doudou, c'est sympa, vas-y c'est bon, on en a assez de l'injonction à la douceur chez les meufs, tu vois. Je sais pas si c'est lié spécialement aux meufs, maintenant c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une majorité de femmes qui ne vont pas au foot parce que justement il y a cet aspect violence et que ce soit violence verbale ou même physique. Bon, ça je peux tout à fait l'entendre. Je pense qu'il y en a partout dans le monde. Je pense pas qu'il soit spécifique au foot. Ouais. Je pense pas que le foot soit un milieu plus sexiste que n'importe quel milieu. Par contre, le monde entier est extrêmement sexiste. Et le foot est majoritairement masculin. Du coup, forcément, on va se retrouver avec plus de sexisme parce que tu disais, je crois, dans un épisode précédent qu'il y avait 25% de supportrices, ce qui est énorme par rapport à d'autres stades, mais qui reste quand même vraiment une minorité, tu vois. Et sur ça, sur la création de la Care Team aussi, on a reçu beaucoup de réactions qui étaient naïves, qui étaient limite agaçantes de naïveté, ah mais ici non pas du tout, il y a jamais de problème, etc. Et t'es là, mais en fait dans quel monde
tu mets 5000 personnes dans un endroit, donc 75% d'hommes qui sont majoritairement alcoolisés et il n'y a pas de problème de violence de genre. Ça, c'est pas vrai. C'est pas que l'union, c'est pas bien, c'est juste que factuellement, ça n'existe pas, en fait, d'avoir cette configuration, qu'il n'y ait pas de problème. Je pense que c'est de toute façon impossible de contrôler le comportement d'autant de gens. Enfin, je pense que même statistiquement... C'est pas possible. Alors, par contre, il y a un contrôle social qui est vraiment super et qui existe d'avant la création de la Care Team. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est une initiative du club qui a été vraiment aussi bien reçu par les supporters. Nous, on a été trop bien soutenu par tous les clubs de supporters différents et notamment par les boys qui disaient mais super, voilà, n'hésitez pas si on peut faire quelque chose. Et parce qu'il y avait déjà cette forme de contrôle social et moi je suis plus pour le contrôle social que pour quelconque forme de répression. Oui. Mais quand tu centuples le public comme ça avec le passage en B1 et le titre et tout ça, c'est évident que le contrôle social, en fait, tu peux pas le faire de la même manière. Et comme j'ai entendu plein de meufs qui disaient « Ah non, mais moi ici, mais jamais rien arrivé. » T'es là, mes cousines, on s'en fout. Enfin, qu'il ne soit jamais rien arrivé, ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais rien arrivé à d'autres. Et ça ne va pas être les filles qui sont là depuis très longtemps. Parce que elles vont avoir une forme de protection, justement, sociale. Donc, c'est avec des personnes qui sont plus isolées, plus minorisées que des meufs qui sont là depuis longtemps, qui connaissent tout le monde, et qui viennent en groupe, et qui sont blanches et qui sont bourges, etc., tu vois aussi. Donc c'est de voir qui va être touché par des potentielles violences. C'est toujours pareil. Et aussi, tu as un autre pendant qui est « Ah non, moi, il m'est jamais rien arrivé. Enfin, un tel, tu sais, quand il est un peu bourré, il te met des mains au cul. T'es là, il t'est jamais rien arrivé, mais t'es en train de me décrire des agressions sexuelles depuis des années. Juste, tu le minimises parce que tu veux passer un bon moment. Et je comprends, on fait tout ça parce que sinon, on se rend compte que le monde, il est insupportable. Mais dans « Il m'est jamais rien arrivé », en général, quand tu cherches un peu, ensuite, t'entends des dingueries, tu vois. Donc, et encore une fois, je pense qu'à l'Union, vraiment beaucoup moins que dans d'autres stades. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup moins. Et aussi, le fait qu'il y ait une Care Team et qu'il y ait les COP de supporters qui soient, le COP principal, mais tous les clubs de supporters qui soient de bonne volonté, vis-à-vis de ça, ça change déjà un truc. Ça change au moins une perception de se dire, c'est pas un endroit où c'est un truc qui n'existe pas, tu vois. Mais ça suffit pas, on fait pas de la magie avec les violences de genre, il y a le monde autour, tu vois, c'est pas... Qu'est-ce qui t'a motivé ou poussé justement à intégrer la Care Team, puisque tu me dis que tu l'as intégrée dès sa création, c'était il y a quoi, il y a plus ou moins un an C'était en janvier dernier, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça fait un an. Une bonne année, on va dire. Et donc, voilà, comment t'es rentré dans cette team? D'être, je pense, sensibilisé ou politisé sur les violences en général. Et ce qui est bien, c'est que à la création, au départ, en fait, il n'y a pas que des... Maintenant, c'est majoritairement des supporters, des supportrices, mais il y a aussi des gens qui ont découvert l'union par la Care Team. Okay. Et donc, ça a aussi amené un autre public qui était beaucoup plus jeune, qui n'était pas forcément blanc, parce que l'Union a aussi cette réputation qui arrange bien certaines personnes d'être un club bobo, etc. Et la Care Team, ça a quand même ouvert vraiment à d'autres gens à venir à l'Union. Donc ça, c'était bien. Cette réputation de bobo, on en parle souvent. J'avoue, moi, ça m'énerve vraiment parce que, en fait, si tu viens vraiment à l'Union, tu te rends compte que c'est pas du tout la réalité, quoi. Et en plus, déjà, c'est quoi un bobo? Et de deux, est-ce qu'en soi, c'est péjoratif? Enfin, tu vois ce que je veux dire, non? Alors, pour besoin de casser les mythes, c'est pas toujours évident. Je pense que c'est un peu, il y a des gens aiment bien un peu charrier, peut-être un peu jaloux de l'Union, mais je pense que c'est alors sur le fait que pas que l'Union, hein, mais qu'il y ait une gentrification et du quartier et du football, vraiment en général, ça c'est réel. Qu'il y ait des gens de classe moyenne supérieure à l'Union et que le public soit majoritairement blanc, ça c'est réel aussi. Par contre, je crois que c'est très utilisé, et je pense y compris par le club, parce que l'aseptisation de la tribune, ça arrange qui, en fait? Ce truc où on fait verser la tribune d'un club qui est traditionnellement antifa vers quelque chose de centre droit. Tu vois tous les micro-trottoirs qu'il y a dans la presse où, alors, les gens qui sont interviewés, c'est jamais les capots,
c'est jamais les butées de foot qu'il y a dans les boys qui ont une culture foot où ils explosent tous les journalistes. C'est jamais les petits jeunes, les baby boys qui sont les nouveaux ultras qui sont super, où il y en a plein qui les aiment pas. Moi, je pense que c'est juste des gros rageux qui sont jaloux, ceux qui les aiment pas. Parce qu'ils sont là, ils sont nouveaux, ils ont 20 ans, ils sont charismatiques. Les gens, je sais pas, ils ont une vie chiante, donc ça les dérange. Et c'est très rarement des meufs, c'est très rarement des personnes qui sont pas blanches. Ils vont toujours trouver vraiment un clampin qui est là, qui traîne, et lui demander ce qui est ton genre de foot préféré. Il va répondre, je sais pas, c'est Machidou, tu sais pas si c'est un joueur de foot ou un Pokémon, tu vois. Donc, c'est aussi, ça arrange bien, ils interviewent jamais, je sais pas, les latinos qui ont le drapeau mapuche, ceux qui tiennent les drapeaux personnels illégales. Il y a des gens à interviewer en tribune qui sont et pas bobos et qui pèsent politiquement, tu vois. Ou les enfants d'immigrés espagnols ou d'immigrés chiliens qui ont fui la dictature, tu vois. À ceux-là, ils sont jamais interviewés. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, quand je vois des capsules qui sont faites par je vais pas citer les noms ici parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais des sociétés de Paris qui souvent font des capsules. En général, t'as l'impression en fait qu'ils vont chercher le mec justement qui vient de Clean. Bien sûr, mais c'est des sociétés de Paris, donc il y a aussi eux, ils sont là pour créer des bénéfices, donc c'est complètement biaisé. C'est pas une enquête journalistique, les sociétés. Non, c'est pas du tout journalistique, et c'est en fait c'est quelque part accentuer encore le trait au niveau du stéréotype bobo ou du footix qui va à l'Union, parce que ça amène des clics, ça amène des vues. Et du coup, ça amène des. Enfin, c'est pour. On peut parler des paris sportifs aussi, hein, et de ce business-là, mais c'est complètement stratégique de faire ça. Oui, bien sûr, mais donc effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a dans les tribunes à l'Union. On parlera de politique un peu plus tard, parce qu'effectivement, j'avais quelques. J'ai hâte. Je sais que tu es quelqu'un de hyper engagé, et j'avais quelques questions par rapport à ça. Du coup, je perds le fil, mais je l'ai retrouvé. Tout ça pour dire que je pense que de façon, de manière générale, les médias vont toujours plutôt s'orienter vers ce qui est un peu mainstream. Je pense que surtout en ce moment, les médias qui ont été quand même rachetés par des milliardaires fascistes vont surtout s'orienter vers la droite et le centre droit pour aller encore plus à droite. Oui, je suis pas assez formé là-dessus. Je sais qu'en France, par exemple, c'est le cas. En Belgique, je pense, perso, mais ça c'est un avis personnel, je pense qu'on a, en tout cas dans le service public, quand même un journalisme qui est encore de qualité et qui est plus ou moins neutre. Mais on reviendra sur ce sujet. Je sens que ça te passionne, donc on va en parler un peu plus tard. Mais revenons peut-être un peu avant ça, je dirais à toi, ton vécu en tant que supportrice à l'Union. Tu m'as dit que tu suivais la majeure partie des matchs plutôt en extérieur, tu les suivais ici, dans le quartier. Et comment tu vis justement les matchs à l'extérieur quand tu les regardes ici par rapport à d'autres qui font les déplacements et bon, tu m'avais expliqué aussi que c'était par des contraintes, peut-être des contraintes familiales, le fait que tu aies ta fille. Ouais, par contrainte, mais en vrai, je pourrais faire les déplacements, juste j'aime trop. Je pense qu'il y a plein de manières d'être supporter de football, et la mienne, c'est qu'elle est très liée au quartier et au tissu social et à ma parentalité. Ma fille, elle a 5 ans, elle est ultra fan de l'Union, c'est vraiment une mini-ultra maintenant. Et on aime trop aller voir les matchs, on va au clubhouse, ensuite elle fait de la trottinette dans les tribunes, on boit un jus de fruits, on regarde le match, ou on va manger aux Alliés les soirs d'école super tôt. Et donc c'est vraiment super ancré dans le quartier. Et je sais que les gens pour le titre aussi qui n'ont pas pu rentrer au stade dans le quartier, ils ont mis des câbles pour mettre les télés dans la rue. Il y avait des tablettes de voisins partout pour voir le titre ensemble avant que les portes elles soient ouvertes, qu'il y ait le quartier qui envahisse le stade, même les gens qui n'avaient pas pu rentrer, tu vois. Donc moi j'aime vraiment trop ça, et j'ai pas envie de perdre ce lien-là qui est très fort. Je pense que je rate des trucs de pas être en déplacement, et à la fois j'envie du coup, en étant ici, que je pourrais pas si j'étais. Il y a des avantages, inconvénients des deux côtés, effectivement. Mais je peux comprendre. C'est vrai que le fait d'être dans le quartier, d'être avec justement H-Croche et de vivre le match aussi, parce que c'est quelque part, c'est aussi le vivre ensemble.
C'est trop bien. C'est pas regarder le match tout seul dans son salon devant sa télé, quoi. Ce qui est bien aussi quand tu es de mauvaise humeur. Mais en vrai, comme le club, il est à 30 mètres, je peux être de mauvaise humeur là-bas, ça va, ils supportent. Ben, avant de passer au volet politique, ben, revenons un peu sur toi, hein, sur tes activités, tes passions, puisqu'effectivement tu es danseuse, ou en tout cas tu as été danseuse. Je sais pas si tu es encore active aujourd'hui, mais je pense que tu donnes Je donne encore plus de cours. Tu donnes des cours. Et si je me trompe pas, c'est plutôt le tango, ta danse préférée. Est-ce que tu vois des parallèles, des liens, des parallèles entre le tango et le foot? En réfléchissant, je me dis, bon, bah, il y a le côté passion, hein, sur le tango, c'est quand même une danse assez passionnelle. Il y a le côté populaire surtout, en fait. C'est très vendu en Europe comme une danse passionnelle, le tango, parce que ça fait vendre. Et c'est surtout, à la base, c'est une danse de quartier. Et c'est une danse populaire dans les années 50. Et t'as des morceaux des années 40-50 où les paroles parlent de foot. Donc, t'as beaucoup de morceaux, contrairement à cet imaginaire très sensuel, etc., qui parlent du quartier, du foot, de ton enfance, tout ça. Ouais. T'as plein de tangos qui parlent de ça. Il y en a un qui s'appelle El sueño del pibe, le rêve du petit garçon, et que Maradona avait repris. Il y a une version où c'est lui qui le chante à la télé et tout, c'est terrible. Et t'as des pas de tango qui sont des feintes de foot, où tu peux rajouter ça en dansant. Et à l'époque, t'avais les boxeurs qui faisaient des feintes en haut du corps, et t'avais les footeux qui faisaient des feintes en bas comme ça, et ça s'est ajouté au pas de danse. À Buenos Aires, t'as un style par quartier aussi de danse à l'origine, et t'as un club, et ton club c'est là où t'as grandi, ouais. Puisque c'est une ville qui a vraiment beaucoup de clubs, comme Bruxelles. Si on avait les 4 clubs en première division, ça serait incroyable, on aurait des déroges de ouf. Et donc ton style de danse, ton style de tout, en fait, c'est très lié à qui est ton club, qui tu supportes. Enfin, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Quel club tu supportes? Oui, parce que chaque club a une histoire, a des valeurs, une identité. Et c'est ça que je pense qu'on est beaucoup à aimer à l'Union. Et c'est pas homogène, parce que ne serait-ce que tu prends la Tribune Est, t'as 5000 personnes. Et évidemment qu'il y a des gens qui vont en avoir une version très différente. Et moi, je vais le dire autrement. Dire partager des valeurs. Attends, vas-y, lesquelles? De quoi on parle, etc. Mais il y a quand même un espèce de truc commun où on a envie d'être dans un club respectueux de toutes les identités. Et après, concrètement, comment ça se traduit, ça, on n'est pas forcément d'accord. Ouais. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, on choisit son club. Quand je dis on choisit, on se sent bien dans un club en particulier, parce que justement, on se retrouve dans les valeurs. Et ça se fait pas, à mon avis, ça se fait pas toujours de manière consciente. Ça peut se faire de manière inconsciente. Mais effectivement, oui. Je suis pas sûr qu'on puisse être supporter, quand j'ai vraiment supporter de l'Union, et en même temps d'être supporter de Molenbeek, par exemple. Mais c'est très dur pour beaucoup de gens qui ont grandi à Molenbeek ou à Anderlecht. Et ça aussi, ils sont jamais interviewés, tu vois. Dire, en fait, leur club de quartier, quand ils sont allés petits, ils sont pris que des injures racistes, et ils sont supporters de l'Union par valeur. Donc, c'est terrible de pas être le bienvenu et par racisme dans le club de ton quartier. C'est horrible. D'avoir un club où, en fait, le public n'est pas représentatif de la commune qui héberge justement le club. Ouais, tout à fait. Et oui, une autre passion ou une autre activité que tu as, c'est l'écriture, puisque tu as déjà 4 livres à ton actif. C'est quoi qui te pousse à écrire, en fait, de manière générale? Parce qu'en général, je pense que quand on écrit, c'est qu'on veut... je pensais raconter des histoires. On veut raconter des choses, on veut... Et j'ai pas encore eu l'occasion de lire tes livres, ça viendra, mais comment tu décrirais justement ton écriture ou les ouvrages que tu fais, si tu... Voilà. Elle est un peu comme je parle maintenant. Je suis pas une grande consommatrice de culture, de livres. Ouais, j'aime bien, et j'ai beaucoup lu quand j'étais petite, surtout. Mais j'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires qui soient accessibles à tout le monde, celles que j'aurais envie de lire. C'est ça. Et il y a des thèmes. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que tu abordes dans tes ouvrages? Celui de poésie, il est plus politique que les autres. Les autres, c'est plutôt des espèces de petits romans ou de petites histoires. Mais j'ai écrit un texte sur l'Union qui va être publié dans 6 mois, je crois, qui a été pris dans une revue littéraire en France,
qui s'appelle Allez, allez, allez. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître. Après, les gens qui se reconnaissent vraiment, je leur ai demandé, évidemment. Et il y en a où il y a les noms et il y en a où il n'y a pas les noms. Voilà, ça sort dans 6 mois dans une revue littéraire qui s'appelle Burnout. Ok, ben on a hâte de découvrir ça. Enfin, tu me feras... On va aborder, je dirais, le chapitre qui concerne, je dirais, moi j'appelle ça la politique et le foot. Ouais. Je pense que tu es quelqu'un de... Enfin, je pense pas, j'en suis certain, de très engagé à plusieurs niveaux. Et ça, tu vas en parler. Peut-être une question, peut-être pour commencer, peut-être une question un peu polémique. Vas-y. J'avoue que c'est un sujet qui est quand même souvent débattu parmi les supporters, même à l'Union. Enfin, je veux dire, moi, les discussions que j'ai déjà eues par rapport à ça, c'était à l'Union, où effectivement, tu as une partie du public qui est quand même fort engagée. Hein. Effectivement, il y a les antifas, il y a plein de, je dirais, de mouvements différents dans la tribune. Et à côté de ça, tu as, je dirais, une partie du public qui dit simplement, bon voilà, moi je vais au foot pour le foot et la politique n'a pas sa place dans le foot. Donc il y a deux visions différentes. Voilà, je pense que chacun voit son opinion. Maintenant, je pense que tu en as une qui est assez tranchée sur la question. Comment toi tu vois ça? Est-ce que de facto, est-ce qu'il faut mêler le foot à la politique? C'est un peu ça la question. Mais Et si oui, pourquoi? Je crois pas que ce soit le foot ou la politique. Enfin, en fait, pardon, je pense à la question. Je vais peut-être reposer ma question différemment. Est-ce que le foot ou un stade de foot peut être je dirais, un vecteur d'idées politiques ou de revendications ou de... Alors, factuellement, oui, déjà. Et je pense quand on disait tout à l'heure, le stade de foot, c'est un microcosme ou c'est comme la vie, en fait. Le foot n'est pas plus sexiste que le monde en général, sauf que le monde, il est très sexiste. Je vois pas dans quel monde on peut extraire le foot du monde. En fait, je comprends pas ce take des gens qui disent ah mais non, mais le foot, c'est pas politique. T'es là, mais tout... Alors, c'est un truc qu'on a beaucoup dit chez les militants. On en a fait des poèmes qui étaient parfois franchement dispensable, moi y compris, mais tout est politique, c'est vraiment un truc de base. Les identités des gens sont politiques, toutes les décisions qu'on prend, etc. Tu peux pas extraire le foot du monde. Alors après, ça pose la question de... C'est l'enfer d'être tellement fan de foot et anti-capital. Tu vois, tu te retrouves avec à chaque fois, là, il y a le mondial du Troisième Reich là, qui arrive, je sais pas comment on va faire, mais... Tu peux pas extraire le foot de la politique, ou la politique du foot, ça n'a pas de sens. Enfin, on vient de parler, ne serait-ce que tout ce qu'on vient de raconter, c'était hyper politique. Et je pense que les gens, déjà, ils confondent, con permiso, ils confondent être apolitique, être apartisan et être militant. Et en fait, c'est 3 choses différentes. Parce que ça va être les mêmes gens qui vont te dire « Ah, mais moi, je suis contre les violences faites aux femmes. » T'es là, ok, super héros, vraiment, tu t'es mis en danger en disant ça. Et après, ils te disent « Je suis apolitique. » Bah, t'es là, bah, donc non, ça n'a pas de sens. Par contre, qu'ils ne soient pas dans un parti, qu'ils ne soient pas partisans, donc encartés dans je ne sais pas quel parti, ça je comprends, et moi non plus. Qu'ils ne soient pas militants, ça moi je le suis plutôt, mais je comprends aussi. Mais par contre, on est dans un monde en 2026 qui est fasciste, pas à l'aube du fascisme. Non, on est gouverné par des fascistes. Et les gens qui prennent Trump comme exemple, je pense que c'est pour pas voir le caca qu'il y a dans leurs yeux. On est ici, en Europe, gouverné par des fascistes. Donc, de dire qu'on est apolitique, en fait, il faut juste assumer. Vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite, ou vous êtes suffisamment privilégié pour que ça vous dérange pas dans vos vies. Et voilà, mais ce take de ah, moi je suis apolitique, mais abracadabra, bravo, tu passes du coup les portes du stade et d'un coup il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus de génocide, il n'y a plus de féminicide, il n'y a plus rien. Il y a un joli truc qui dit no to racisme et je suis contre les violences faites aux femmes, mais sans aucune implication politique. Mais en fait, c'est erroné. Et aussi souvent, c'est des gars, ils font trop les gars, ils font avec ça. Et quel manque de culture foot de dire ça, c'est grave. Pourquoi? Explique. Tout le mépris de classe, je crois que c'était Valentine qui disait ça dans le précédent podcast où je suis vraiment d'accord avec elle, où quand t'es une meuf, ça va d'aimer le foot, mais à partir des quarts du final du mondial, tous les 4 ans, tu vois, sinon c'est un peu bizarre quand même. Et ça, pour les mecs aussi, t'as vraiment un mépris de classe qui est énorme, ou si t'aimes le foot, c'est bien, mais pas trop quand même, tu vois.
Et alors, si t'es carrément dans un mouvement ultra et tout, c'est très, très incompris. Et le mépris de classe faisant, tout le mouvement en ce moment qu'il y a de répression des ultras, je sais pas, ils croient vraiment que c'est pour empêcher les gens de craquer de fumée. C'est une répression qui est à beaucoup plus grande échelle, hein, où c'est sur les ultras, c'est sur les supporters que les flashballs, ils ont été utilisés avant d'être utilisés en manif grâce au PS qui est aussi fasciste en France. C'est aussi les trucs de reconnaissance faciale, ils sont maintenant testés sur les supporters. Donc, c'est vraiment littéralement des cobayes pour, encore une fois, le fascisme, je vois pas d'autres mots. Et les gens, à quel moment ils pensent que c'est pas politique? À quel moment les supporters de l'Inter Milan, qui sont dans le centre, qui font des putains de saluts nazis en face de la manifestation contre le génocide à Gaza, la police ne dit rien aux nazis, ou peut-être ils sont allés faire des saluts avec eux, comme avec les supporters brugeois qui font des ratonnades à Molenbeek, tu vois, dans le quartier maritime. Ils disent rien aux supporters de l'Inter Milan, et par contre, ils arrêtent des Palestiniens qu'ils enferment dans des centres fermés de manière complètement illégale. À quel moment, abracadabra, du coup, le foot, en fait, je sais pas, look, je comprends pas ce take, à part, je sais pas, si c'est bête ou si c'est malhonnête de la part des gens, de dire que on rentre dans un stade et tout ça, ça existe plus, mais ça me paraît piètre intellectuellement ou lâche, je sais pas. Et l'Inter Milan, ils faisaient des saluts nazis au stade aussi. Il y a Costa qui lance Bella Ciao, ça les rend fous. Les gens, ils chantent, mais ils savent pas ce qu'ils chantent. Tu peux pas rejoindre un club Antifa qui chante Bella Ciao et ensuite dire, ou alors tu chantes pas Bella Ciao, ou alors tu remets en question l'identité du club. Et je pense qu'il y en a peut-être beaucoup à qui ça déplairait pas de le faire. Mais encore une fois, on est en 2026 dans un état d'avancement si grave des droits humains que alors faut assumer. Dites, moi j'en ai rien à foutre, je suis de droite, ça m'intéresse pas. Et alors là, en fait, on peut parler parce qu'on sait à qui on parle. Mais là, vraiment, dans l'état actuel du monde, de dire je suis apolitique, enfin, c'est hyper politique de dire ça. Oui, je sais pas, perso, j'ai pas de... Et ça, non. Enfin, je vais continuer mon tunnel après. D'accord, je vais pas dire que j'ai pas d'avis là-dessus. Je peux juste, j'entends tout ce que tu dis et c'est vrai. En même temps, je peux aussi entendre qu'il y a des gens qui disent voilà, moi je viens au foot parce que pour moi c'est un divertissement. Je viens me vider la tête et je viens m'amuser. Je viens voir les copains, je viens boire une bière, je vais regarder le foot. Et cette personne n'a peut-être pas justement envie de parce que faut être honnête, on est bombardé dans les médias du matin au soir de news qui sont pas toujours très marrantes. Déjà, on n'est pas bombardé en vrai, donc je pense... on est bombardé, je veux dire, quand tu regardes, tous les jours on parle de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe... et c'est bien, il faut en parler, mais je veux dire, je peux aussi comprendre que certaines personnes ont envie de sortir de ça pour se dire, voilà, pendant 1h30, Mais je pense pas que ce soit antinomique. Moi aussi, j'aime bien passer un bon moment au stade et y aller et boire un verre et crier « Ah, mais t'es tombé tout seul ». Mais je pense pas que ce soit antinomique. Je pense pas que t'as déjà quel privilège qu'on puisse faire ça. Ouais. Et donc, c'est super d'en profiter, mais vas-y, viens, on fait en sorte que le plus de gens possible puissent en profiter, tu vois. Donc, je comprends complètement que les gens ils aient envie de passer un bon moment et ça rejoint un peu quand même l'argument de les féministes c'est vraiment des casseuses d'ambiance, c'est un peu chiant quand elles sont en soirée, après on s'amuse moins, tu vois. Je pense pas que ce soit antinomique d'aller passer un bon moment au stade et d'être un minimum conscient ou de ce qui se passe dans le monde ou d'avoir un avis et de l'assumer ou de la culture foot en général, parce que la suite de ça c'est que c'est quand même je vais le dire poliment, c'est quand même très étriqué comme point de vue aussi que de dire que le foot c'est apolitique. Ça peut, ou ce que ça pourrait l'être. Il y a la CAN qui vient de finir, t'as la création, je sais pas, des équipes pendant la décolonisation ou c'est avant l'indépendance d'Algérie par exemple, c'est le 11 de l'indépendance, il est créé je sais plus en 58 ou en 59 je crois, et donc 3 ou 4 ans avant l'indépendance, mais t'as aussi les clubs des villes, enfin les clubs, tu vois. Je crois que c'est Sétif en Algérie, il y a à Tunis aussi ou à Casablanca. C'est le Wihad Casablanca, je crois, qui est créé avant. Donc, en Argentine, tu as aussi les clubs de supporters, les COP, qui se sont liés
contre les lois retraite de Milei, qui est aussi un autre gouvernement d'extrême droite, qui ont fait des piquets de grève, ils ont bloqué les autoroutes, ils ont tout bloqué. Ça, t'imagines ici, et j'en reviens à la répression des supporters, la force de frappe que c'est si t'as des COP qui s'allient politiquement contre la casse sociale, etc. Donc, la répression policière, où la police, elle tue, et elle tue principalement des hommes qui sont noirs, arabes, gitans, elle va tuer des gens après des matchs, réprimer des gens après des matchs qui vont fêter, là en France, c'était la victoire du Sénégal, pendant ce temps, t'as le Ku Klux Klan qui va défiler tranquille. Enfin, on peut pas, encore une fois, on peut pas extraire le foot du monde. En fait, c'est pas possible. Deux poids, deux mesures. Et de le dire ça aussi, ça me paraît. T'as un chant aussi au Raja Casablanca qui avait été créé en soutien à Gaza, je crois ça en, je sais plus, 2017 ou 2018, qui dit Rajaoui palestinien et qui a été ensuite repris en manif, etc. Donc quand je dis qu'elle manque de culture foot de la part de gens qui font trop les gars et ensuite ils viennent nous dire ah mais pour moi le foot c'est pas politique, t'es là mais je sais pas, il faut quand même un tout petit peu se renseigner sur ce qui se passe au-delà de ton plaisir d'aller juste voir un match et pas entendre. Moi, parfois, j'ai juste envie d'aller voir un match et j'ai pas envie de refaire le monde. Il n'y a pas de problème, tu vois. Non, écoute, c'est un point de vue super intéressant. Maintenant, c'est vrai que les stades ont souvent été des lieux où des messages politiques sont passés. Hein. Je pense aussi à l'Espagne, à Barcelone, où les gens étaient quand même contre le franquisme. Enfin, il y a pas mal d'exemples. Et justement, on parlait, tu évoquais tout à l'heure la prochaine Coupe du Monde. On voit quand même une tendance où on est dans un foot qui devient, je dirais, à la base, le foot, c'est un sport populaire dans le terme, dans le sens pour le peuple, même si à la base, il avait été en Angleterre fondé plutôt par des aristocrates. Hein. Après, ça s'est étendu vers des couches sociales plus populaires. Mais on voit la Coupe du Monde qui arrive aux États-Unis, dans un régime qui est quand même loin d'être top, avec des prix qui sont loin d'être démocratiques. Comment tu vois l'évolution? Parce que on n'a pas l'impression que ça va... Comme je vois l'évolution du monde, donc plutôt mal. Mais après, ça reste un sport populaire ou le plus populaire et qui va être aussi réprimé différemment selon d'où tu viens et selon qui manifeste de la joie. Par exemple, je me retrouve à défendre les supporters du PSG, ça me fait franchement vraiment mal. Mais quand ils ont gagné la Ligue des Champions, il y a eu plein de scènes de joie, de liesse, etc. À Paris. Et donc, évidemment, de la répression policière, parce que c'est des Noirs et des Arabes, donc la police va aller leur taper dessus. Et les accuser ensuite d'être des casseurs, où il y avait plein de meufs qui disaient ah mais c'est ultra violent, etc. Donc déjà, qu'est-ce qui est violent? Est-ce que c'est je sais pas, le gouvernement, l'État qui fait de la ségrégation et du racisme institutionnel et qui fait que ensuite les gens ont envie d'aller péter des vitrines? Qu'est-ce qui est le plus violent entre péter la vitrine ou la voiture, et le racisme d'État? Et aussi ce truc de moi je me sens pas en sécurité. T'es là mais tu te sens pas en sécurité parce que, je sais pas, les filles, interrogez votre propre racisme. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas en sécurité, tu vois? Donc, je pense que pour la prochaine Coupe du Monde aussi, il y a vraiment une différence entre les gens qui peuvent se payer un billet, y assister, etc., et le fait que ce soit un divertissement populaire. Ou pourquoi est-ce qu'on est tellement addict au foot? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça a représenté pour nous dans notre enfance? Moi, j'ai grandi dans un endroit, il n'y avait pas l'argent pour aller au stade, tu vois, tout était à la télé. Et donc c'est aussi pour ça que par exemple j'aime beaucoup le Vélodrome, c'est que t'as beaucoup de familles et que t'as des places accessibles. En fait, t'as vraiment des gens qui peuvent aller au stade de manière plus facile que dans plein d'autres endroits, tu vois. Mais ouais, non, la Coupe du Monde. Après, la Coupe du Monde au Qatar, tout le monde a voulu la boycotter. Quand c'était en Russie, le droit des personnes LGBTQIA+, ça dérangeait moins quand c'était chez les Arabes quand même. Donc t'as aussi qu'est-ce qui va être à chaque fois instrumentalisé. Et après ça, c'est à chacun de régler sa dissonance cognitive avec le fait que oui putain c'est la fin du monde dans des tas d'États fascistes, tout ça, et que je suis la première où je vais aller regarder les matchs, alors que le reste du temps je le passe à ouvrir ma grande bouche sur ce qu'il faudrait faire, tu vois. Donc ça tu peux pas. Et c'est quelque chose, on va reprocher aux gens des classes populaires finalement beaucoup plus. Ça va être des bourges finalement qui vont te reprocher, dire ah mais toi tu regardes le foot, c'est comme ah mais toi t'es militant mais t'as un iPhone, ah mais toi nanana. En fait ça sert à rien. Ouais.
Donc, pas de boycott de la Coupe du Monde. Je pense que je vais pas faire la maline à dire que je le ferai, alors que je sais que je le ferai pas, que je vais regarder 6 matchs par jour, arrêter de travailler pendant un mois et probablement en plus faire des paris, ce qui est aussi un problème de morale. Voilà. Bon, on a tous un peu nos petites contradictions. Les vices. Ouais, exactement. Bon, bah, cool. Super. Là, on vient d'aborder des sujets quand même super. Ouais. Je sais pas, est-ce que ça sera diffusé? J'ai quand même la prétention d'avoir un média, Média indépendant, mais c'est ça. indépendant, neutre, parce que j'ouvre le micro à tout le monde, donc il n'y a pas de censure par rapport à ça. Et ben voilà, ce sont quelque part les auditeurs qui, eux, décident si j'ai envie d'écouter ou pas d'écouter, d'être d'accord ou de pas être d'accord. Donc moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Ben, peut-être pour terminer sur à moins que tu aies encore Non, ça va. Je suis bien. des messages à faire passer, mais peut-être pour terminer, on va dire sur une note un peu plus légère. Revenons un peu au foot. On va taper Bruges dimanche. Voilà. C'est léger. Ton prono pour dimanche. 3-0 comme ils ont mis à Marseille, les fils de chiens, je les déteste. Voilà. Et pour le restant de la saison, Doublé. on peut faire la distinction entre ce qu'on a envie et ce qu'on pense être réaliste. Est-ce que pour toi, c'est réaliste d'aller vers le doublé? C'est réaliste. Après, ça va être difficile. Et je suis une bonne supportrice, tu vois, donc j'ai toujours envie d'y croire, même quand ça va pas. Et en début de saison dernière, on disait tous qu'on était foutus, qu'on était à l'eau, tout ça. Après, je sais pas, je crois plus à la coupe qu'au championnat cette année, mais c'est réaliste dans le sens où ça pourrait arriver. Et alors moi, après la victoire là, de Benfica sur une tête du gardien à la 97e minute, si tu veux, ce qui est réaliste, plus réaliste, c'est pas un bon moment pour poser la question. On est mal, pose la question aux Marocains qui sortent de la CAN, ce qui est réaliste ou pas, tu vois. La Panenka, non. Ça reste du foot. On est quand même dans une position où on pourrait faire le doublé. Réalistement. Aujourd'hui, c'est toujours possible et effectivement. Mais bon, c'est un sport qui est tellement incertain. C'est dur. Mais c'est ce qui fait la beauté. Je pense que c'est ce qui fait la beauté du foot parce que pour encore un peu enfoncer le couteau dans la plaie, je crois qu'on parle beaucoup. Le goal de la tête à la 97e minute par un gardien de but. Et la cote, elle devait être. Il y a personne qui a. C'est un truc, c'est inimaginable. Donc, mais c'est pour ça qu'on aime le foot, je pense. Non. C'est pour les émotions. Ouais. On aime le foot pour les émotions. Et ça, c'est les émotions. Mais les émotions sont pas. Si Marseille, ça n'avait pas été des chèvres, on n'aurait pas pris 3-0 à Bruges et on n'aurait pas eu un but. Il fallait qu'ils mettent un but. En fait, ils ont été chèvres dans le mauvais match. Ils auraient dû être chèvres quand on a joué contre eux. Mais c'était un beau match en vrai. Le 3-2 qui aurait dû être le 3-3 renié. Le 3 fois renié. Franchement, c'était un beau match. Il y a juste quelqu'un qui a eu très mal au bras pendant les deux buts annulés. Mais... C'est très frustrant comme match. Toi, t'étais au stade? J'étais au stade. Horrible. Non, c'était vraiment frustrant parce que tu sentais qu'effectivement, il y avait moyen de faire quelque chose. Comme lors d'autres matchs aussi, hein, on a eu plusieurs comme ça pendant la Coupe d'Europe cette année. Non, c'était dur. Mais non, je repense à des trucs dont on parlait. C'est qui ton joueur de foot préféré? Toi, tu me poses la question. Ouais, je te pose la question. Ah, mais c'est marrant. En fait, c'est marrant. Ah, c'est les questions maintenant? Trop bien. Non, mais en fait, c'était une question que j'avais notée sur ma feuille, que je t'avais pas encore posée. Mais c'est bien que tu me poses la question de manière générale ou dans l'équipe actuelle de l'Union. Ou dans l'Union en général, dans la vie en général et dans l'Union en général. En fait, j'aime pas. J'ai jamais idolâtré un joueur en particulier de manière générale, hein, même si c'est vrai que. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'interview s'inverse. Mais je dirais à l'Union, si je regarde dans l'équipe actuelle, moi je dirais Kevin McAllister. Parce que pour moi, il incarne à 200% l'ADN il est incroyable. de cette équipe. Ce mec, il va mettre sa tête là où les gens n'osent même pas mettre leurs pieds, comme on dit. C'est dans l'article que j'ai écrit. Et pour moi, il est juste incroyable. Et franchement, il a un spirit qui est une grinta qui est juste dingue. Donc pour moi, c'est vraiment le symbole de l'Union, peut-être ensemble avec Burgess. Avec Burgess, je crois que ce sont vraiment les deux icônes actuelles dans l'équipe. Et sinon, de manière
général, si on regarde sur une plus longue période, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement que j'adorais. Puertas, j'ai adoré. Pour moi aussi, c'était... Il marchait tête l'eau, c'était trop Mais beau. aussi, le mec, t'avais l'impression qu'il s'arrêtait jamais de courir. Ouais. Il se battait sur tous les ballons. Charles Van Hout, j'adore aussi. Ou si on regarde un peu plus loin, Undav, Mitoma, à l'époque Casper Nielsen, aujourd'hui c'est malheureusement plus l'ombre que devant pas du joueur qu'il était. Mais il y en a tellement, mais de manière générale, je suis pas... même quand j'étais gamin, j'adorais le foot, mais T'avais pas un joueur prêt. j'avais pas un poster dans ma chambre d'un joueur, quoi. Donc, bon, non, pas vraiment. Par exemple, tu vois, le Messi, Maradona, Ronaldo, enfin tous les joueurs un peu iconiques. Oui, c'est agréable à voir, mais je vais pas me mettre à genoux devant un poster d'un de ces joueurs, quoi. C'est bien. Ben voilà. Et toi? Cantona. Ah oui, bah oui, évidemment. Cantona, parce que Marseillais, parce que Gitan, que du côté de ma mère. Mais c'est un truc d'ailleurs où il y a plein de joueurs de foot Gitan, d'origine gitane, Sinti, Manouche, Yeniche pour Griezmann, où c'est ou caché ou pas assumé, ou ils ont jamais confirmé. Olga Carmona aussi chez les filles, t'as Zlatan, c'est mon toxic trait, je pense que j'aime Zlatan, c'est mauvais signe. Et t'as Cristiano Ronaldo, on ne sait pas. Il y a Pirlo, ça personne sait, ça c'est confirmé. Mais est-ce que CR7, il aurait eu la même carrière s'il avait confirmé ou infirmé qu'il était d'origine roma? Je crois pas. Ouais, je sais pas. Bah quand même, pour le racisme anti-gitan, je pense qu'il y a deux trucs qu'il faut pas être dans le foot, c'est PD gitan, tu vois. Encore maintenant. Bon, je sais pas, je t'avoue que j'ai pas... Bah bon, on pourrait dire la même chose du racisme anti-noir, pourtant... Ouais, bien sûr, sauf ça. Il y a énormément de joueurs d'origine africaine. Oui, mais c'est pas quelque chose que tu... je pense il y a quelque chose de très spécifique à l'antiziganisme, qui est qu'il y a beaucoup de familles, dont la mienne, qui l'ont caché, qui ont caché leurs origines par racisme intégré, etc. Alors que c'est effectivement pas quelque chose que tu peux faire si t'es noir ou arabe et que tu vis un racisme épouvantable. Donc c'est vraiment une forme d'acculturation et de blanchiment qui est spécifique à certaines personnes des communautés gitanes. Et t'as vraiment plein de joueurs de foot du coup qui sont concernés ou on sait pas. Et Cantona, on sait, Cantona. Tous les jours Cantona, et à l'Union, la Poussin. Oui, je l'avais oublié. Oui, il est fantastique, mais... Mon grand chagrin d'amour du foot, là. Je suis tellement triste, en fait, du fait qu'il ait quand même un peu gâché sa carrière. Mais on aime les gens pour les mêmes raisons qu'on les déteste après, hein. Parce que c'est un poète, parce qu'il est créatif, parce qu'il est fou, parce qu'il est incroyable, parce qu'il a de la magie comme Eden Hazard. Mais je vois qu'il n'y a pas moyen, mais je pense qu'un gars comme La Poussin, il n'y a pas moyen de le détester ou de ne pas l'aimer, parce que déjà, je crois que c'est un gars qui est hyper gentil, qui veut juste profiter de la vie et qui est pas en train de se dire, je pense pas qu'il a aucun... Moi, je l'ai détesté quand il est parti. À aucun moment, qu'il s'est dit, j'ai un plan de carrière. Je pense qu'il prend les choses comme ça vient. Bon, voilà. J'espère juste qu'il est en paix avec lui-même et qu'il se dit pas, qu'il commence pas à avoir des regrets par rapport à sa carrière, parce que bon, quelque part, il s'est mis lui-même dans la situation où il est. Mais c'est un joueur fantastique, je suis tout à fait d'accord. C'était aussi une des figures qui représentait bien. Tellement bruxellois. Bien l'union, quoi. Ça, c'est... De ouf. Bon, Loïc, tu nous manques. Voilà. Bon, écoute, moi, je te remercie. Merci à toi. Ma liste de questions est vide maintenant. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te remercie beaucoup pour ta franchise, pour cet entretien qui était, je dirais, atypique par rapport à ce que j'ai déjà eu jusqu'à présent, mais super intéressant. Et je pense que j'espère que ça permettra en tout cas aux gens qui nous écoutent d'avoir peut-être un point de vue un peu différent ou de voir les choses de manière différente par rapport aux supporters de l'Union, puisqu'effectivement, comme tu dis, et ça je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, c'est quelque part une tribune, c'est un peu la représentation de la société dans laquelle on est, donc on peut pas se dire on est tous comme ça. C'est ce qu'on disait au début, ça peut pas être homogène, on peut partager des valeurs. C'est ça. En fait, là c'est de partager les valeurs, et après, si on a les mêmes valeurs, on peut avoir effectivement des avis différents sur certaines choses, et être différents, ou vivre le match différemment. Tout à fait. De ouf. Trop bien. Nickel. Merci beaucoup et à bientôt au stade.